ravi de vous accueillir dans cet auditorium pour cet après-midi consacré donc à la résistance en particulier et à la période de 1944 où notre région, comme toutes les régions de France, a connu la grande difficulté de la fin de la guerre, enfin de la fin provisoire parce qu'évidemment ça ne s'est pas arrêté, comme vous le savez, le 20 août 1944, qui est la date officielle de la libération de Pau. Ça ne s'est pas arrêté non plus le 25 août à Paris avec la libération de Paris, ni le 26 août avec le défilé du général de Gaulle sur les Champs-Élysées, ce qui est l'image que nous avons tous en tête. Mais ça s'est terminé vraiment le 8 mai 1945. Ça fait beaucoup de mois où des gens ont continué à combattre, des gens ont continué à souffrir, des gens ont continué à être occupés. Pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. Et il faut se souvenir de ça. La libération, ce n'est pas la libération tout à fait finale. Oups, j'ai les lunettes qui se prennent dans le... Alors ça, c'est un défilé justement pour célébrer la libération, mais qui a eu lieu en 1945. Mais avant la capitulation de l'Allemagne. On doit être au mois d'avril. Alors je remercie très chaleureusement David Renier et le service du protocole de la mairie de Pau pour leur invitation à présenter, animer cette rencontre. Nous allons avoir dans cette salle beaucoup de gens qu'on connaît qui sont des amis du musée de la Résistance et de la Déportation, des amis de Basse-Pyrénées Seconde Guerre mondiale et beaucoup d'autres. Je ne peux pas citer tout le monde. Merci à eux et merci à vous tous d'être venus assister à cette rencontre. Alors, on va... Je manipule en même temps. Voilà nos 4 intervenants de l'après-midi. Je vais parler d'eux dans l'ordre de leur intervention et non pas dans l'ordre des photos. Vous m'excuserez. Claude Lahari, que vous connaissez tous, enseignant au lycée Louis Barthou, au département d'histoire de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et comme vous le savez, Claude Lahari est celui qui a tiré de l'ombre l'histoire du camp d'internement de Gurs et qui a publié de très nombreux livres à ce sujet. Et l'année dernière, il a publié ce livre, Les Basses-Pyrénées dans la Seconde Guerre mondiale, voilà, qui est une somme et qui devient maintenant la référence pour tout ce qui concerne la résistance et l'occupation dans les Basses-Pyrénées. Ensuite, le colonel Achille Muller, qui est ici au premier rang, et qui viendra nous parler de son extraordinaire aventure de jeune combattant. Et quand je dis jeune, il vous dira vous-même, il vous le dira lui-même. Et c'est lui, parmi nous, est celui qui a vécu directement tous ces événements et qui peut nous en parler et témoigner, et on le remercie énormément pour sa présence. Ensuite, nous aurons Annie Olazabal. Annie Olazabal, qui est une amie depuis 5 ans. Annie Olazabal, alors pardon, la brochure, on en reparlera après, sur les aventures d'Achille Muller, qu'il a intitulé Nos vertes années. Voilà. Celle-ci, elle est disponible au musée de la Résistance et de la Déportation, pour ceux que ça intéresse. Et il y aura des livres aussi en vente à la sortie de la salle. Je continue donc. Annie Olazabal, le passeur. Annie Olazabal est la fille de ce monsieur que vous voyez sur la couverture de ce livre, qui a fait passer plus de 900 personnes la frontière vers l'Espagne en 1943, essentiellement. Voilà. Et Annie nous racontera la quête qui a été la sienne et celle de sa famille pour retrouver l'histoire de cet homme qui n'avait jamais parlé de cela. Et puis, pour finir, nous aurons avec nous Éric Amouraben, qui est également au premier rang, que je salue. Et Éric a écrit l'histoire du 5e homme. Le 5e homme, c'était le 5e parmi 5 fusillés qui ont été fusillés à Hydron le 15 juin 1944, donc pas très longtemps avant la libération, et parmi lesquels il y avait quelqu'un de sa famille. Il viendra nous en parler, bien sûr. Et ce 5e homme était resté inconnu. Et Éric a réussi à l'identifier, et il va nous raconter ça. Alors, je cite très vite, pour ne pas oublier,
On devait avoir probablement avec nous cet après-midi Jean Touillaro, qui malheureusement ne peut pas être avec nous pour des raisons de santé, qui a écrit ce magnifique livre qui s'appelle L'Hôtel des Ombres, qui raconte l'histoire de l'hôtel Continental pendant la guerre. Je vous parle aussi, parce qu'il est dans la salle et que je le salue, de ce livre de Emmanuel Saugeron sur la milice française dans les Basses-Pyrénées, qui vient de sortir cette année et qui est très intéressant aussi. Et c'est un travail qui n'avait pas été fait jusqu'ici. Et je vais passer la parole à Claude Lahari. Donc avant de lui donner la parole sur le sujet qui est le sien, il va falloir que je fasse un petit peu de manipulation d'ordinateur aussi. Ça va nous prendre 30 secondes. Je voudrais demander à Claude de nous donner brièvement une vision de ce que furent ces journées où les occupants allemands ont quitté Pau, juste avant le 20 août 1944. Qu'est-ce qui s'est passé, mettons, une semaine, 2 semaines, les 2 semaines qui ont précédé cette libération? Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, ce qui s'est passé juste avant, dans la semaine qui a précédé, disons, c'est les préparatifs du départ des Allemands. Ça n'avait pas été ressenti comme tel dans la population de Pau. Lorsqu'on voyait des gens sur la place de Verdun aujourd'hui, lorsqu'on voyait les Allemands faire des manœuvres, un certain nombre de choses, on se disait, ils préparent une action contre un maquis à droite ou à gauche. Et ce qui fait que lorsqu'ils sont partis, le 20 août, c'est assez tôt le 20 août. Je rappelle que la libération de Paris, c'est un peu après, et il y a peu de libérations qui ont lieu avant le 20 août. Donc lorsqu'ils sont partis, ils obéissaient à des ordres de leur état-major expliquant qu'ils devaient partir pour aller renforcer les armées qui étaient en train de céder au même moment, non seulement du côté de la Normandie et de la région parisienne, mais aussi du côté de la Provence et de la vallée du Rhône. Donc, c'est ce départ des Allemands, le 20 août, a un peu surpris tout le monde. Ce qui fait qu'il y a eu même un certain étonnement, et les gens étaient contents, évidemment, mais en même temps, la question qu'ils se posaient, c'est est-ce le vrai départ ou non ? Puisque auparavant, et alors je crois aussi que c'est un élément important qu'il faut avoir en tête lorsqu'on pense à la libération de Pau, auparavant, il y a eu tout ce qui s'est passé à Mauléon. Et à Mauléon, Mauléon, je voudrais rappeler que c'est une des rares villes, une des très rares villes en France qui s'est libérée par elle-même. Il y a Paris, évidemment, Marseille, quelques autres villes de ce type-là, en particulier dans le sud-est, mais dans le sud-ouest, il n'y en a pas eu. Et donc Mauléon est une ville qui s'est libérée d'une manière un peu compliquée. Et les Allemands donc étaient partis, je crois que c'était le 10 août ou le 12, je ne me souviens plus très bien. Toujours est-il que le lendemain ou le surlendemain, ils sont revenus. Et ça a été un peu la panique, parce que tout le monde a pensé à ce qui s'était passé à Oradour-sur-Glane, et donc on avait peur que Mauléon devienne un nouvel Oradour. Et ça n'a pas été le cas, parce qu'il y a eu un certain nombre de négociations entre Jauregui Berry, le chef de l'armée secrète, le chef également des mouvements du corps Fampomiès, et puis les troupes allemandes. Donc, mais auparavant, donc, il y a cette affaire de Mauléon. Et cette affaire de Mauléon, elle est complexe, parce qu'elle montre que la libération peut être obtenue par la résistance, et en même temps, elle montre que une fois que les choses sont faites, elles ne sont pas acquises une fois pour toutes, et les Allemands peuvent revenir. C'est un peu cet esprit-là qui domine donc au moment du 20 août, au moment de la libération. Je veux peut-être ajouter aussi que la veille ou l'avant-veille avait eu lieu du côté de la rue de Liège, donc tout près de la place de Verdun, une réunion importante de tout le staff, c'est-à-dire tout l'état-major de la résistance civile, celle qui en fin de compte va prendre le pouvoir à partir de la fin du mois d'août, c'est elle qui est représentée par Honoré Barada et Ambroise Bordelongue. Et au cours de cette réunion, en même temps que la réunion, avait eu lieu une attaque sur le garage de la Campagne, qui se trouve donc du côté de la place de Verdun, et qui avait un certain nombre de coups de feu, ce qui fait que les 15 à 20 personnes qui participaient à la réunion chez Barada, rue de Liège, ont eu peur. Et on dit, bon, ce qui se passe, les Allemands sont au courant, ils vont venir, et il va se passer chez nous à Pau, ce qui s'était
passé à peu près un mois avant à Marseille, où à Marseille, tout le CDL, tout le comité de libération, avait été surpris, arrêté et fusillés. Ils avaient tous été tués, donc une vingtaine de personnes. Donc ils ont peur de cela, et en fin de compte, il faut attendre quelques heures pour comprendre que ce n'est pas du tout une attaque des Allemands. Les Allemands sont en train de partir, et donc ils peuvent donc reprendre leurs activités et préparer la suite. Voilà, c'est donc un climat qui est à la fois, j'ai envie de dire, un climat d'angoisse profonde, un climat de liesse, mais mesuré. J'ai envie de dire que c'est beaucoup plus du soulagement que de la liesse. Alors il y a des gens qui chantent, qui dansent, qui sortent des drapeaux, mais il y a quand même une certaine retenue parce que les Allemands, s'ils sont partis de Pau et du Pays Basque et du Béarn et de bien d'autres départements, ce n'est pas à cause des maquis. Ils sont partis parce qu'on les appelait par ailleurs. Donc la libération du Béarn et de Pau est une libération qui n'a pas été acquise par le combat, comme ce qui s'est passé à Mauléon ou à Paris, mais qui s'est fait parce que la guerre, à cette époque-là, prenait un virage particulier et les Allemands se rendaient bien compte qu'ils n'avaient plus leur place pour occuper en particulier le sud-ouest du sud-ouest de la France. Voilà, merci pour ces explications. Donc, sur la résistance, ce qui s'est passé entre mars et juillet, et qui a entraîné énormément d'actions de la résistance, énormément de réactions des forces allemandes. Et donc, c'est sur ce sujet que nous allons t'entendre. D'accord. Alors donc, je vais dire un certain nombre de choses qui sont sans doute des banalités, c'est évident, mais je crois que c'est peut-être important de le... Je ne veux pas faire de l'histoire. Ici, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la mémoire. La mémoire, c'est l'autre versant, si je puis dire, de l'histoire. La mémoire, c'est ce que l'on a fait de l'histoire. Le devoir d'un historien, ce n'est pas le devoir de mémoire. Le devoir d'un historien, c'est qu'il fasse correctement son travail, c'est-à-dire c'est beaucoup plus le devoir d'analyse, de synthèse, etc. Mais le devoir de mémoire, c'est quelque chose d'un peu différent. Alors, peut-être la première photo, le premier élément montre... Non, c'est pas ça. Oui, pardon. Montre donc les 4 types de résistance dans notre département. Et de ce point de vue, notre département est un des rares où on retrouve donc la résistance des civils, des militaires, des communistes, des guérilleros espagnols. Voilà. Donc, les civils, c'est-à-dire ce sont les mouvements unis de résistance, unis depuis le début de l'année 1943, qui ensuite deviennent ou sont intégrés au sein de l'armée secrète, la S. Et l'armée secrète, donc, c'est une armée, mais qui est composée exclusivement de civils, de gens comme Barada, qui était instituteur, Bordelongue, qui était receveur des postes, etc., etc. Donc, ce mouvement de civils est un mouvement qui a commencé très tôt, qui a commencé dès la fin du mois de juin 1940, donc très tôt, et qui ensuite s'est largement développé au cours des années suivantes. Enfin, largement développé. Vous voyez, si on repasse la diapositive précédente, au total, on voit qu'on arrive en juin 1940 à peu près à 2600 hommes civils qui font partie à la fois des réseaux et à la fois des maquis. Mais ces maquis de civils sont des maquis, on va voir tout à l'heure, qui jouent un rôle beaucoup moins que ceux des professionnels. Et ceux des professionnels, c'est d'abord et avant tout les militaires. Alors les militaires, au niveau de la France tout entière, ça correspond à ce que l'on appelle l'ORA, l'Organisation de la Résistance Armée. Le mot important, c'est le mot armée, puisque l'ORA, c'est l'armée. Les gens qui étaient donc dans l'armée, les militaires avant 1940, qui ont continué donc à être dans l'armée entre 40 et 42. Et en 1942, lorsque, après le 11 novembre, tout le pays est occupé, et en particulier la zone non occupée, la nôtre, donc, se trouve donc encerclée et occupée par les Allemands, et bien à partir de ce moment-là, les militaires se trouvent de fait démilitarisés.
et non plus d'action, non plus de raison d'être. Ce qui fait que quelqu'un comme Pommiès, André Pommiès, qui était jusqu'alors, enfin entre autres choses, qui était au 18e RI, le régiment qui se trouvait place de Verdun, eh bien, il se retrouve donc, si je puis dire, au chômage, et donc il faut faire d'autres choses. Alors, on sait que certains militaires en sont restés, ont essayé de trouver un moyen terme. Pommiès, lui, tout de suite, explique qu'il faut faire autre chose. Et à partir essentiellement du printemps 1943, il se met à organiser une véritable résistance, mais composée, si vous voulez, de professionnels. Donc la différence entre le corps franc Pommiès, qui fait partie de l'ORA, et l'armée secrète, qui fait partie de combat, qui elle-même a été créée par des civils, Henri Freinet, eh bien, la différence, c'est que les uns, c'est leur métier, ils savent faire la guerre, les autres pas. Ce qui explique que pendant tous les combats de juin, juillet, essentiellement en 1944, c'est le corps franc Pommiès qui va être sur le devant de la scène, et c'est lui qui va mener l'essentiel des combats, et c'est lui qui va avoir l'essentiel des morts, qui va subir l'essentiel donc de ces décès. Alors voilà donc pour Pommiès. Alors je reviens aux communistes. Alors les communistes, ici nous sommes dans un département, à la différence par exemple des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées, c'est un département où les communistes ont toujours joué un rôle tout à fait secondaire, qu'il s'agisse du Béarn, peut-être un peu moins en Pays Basque du côté du Boucau de Tarnos, mais à vrai dire tout à fait secondaire. Ce qui explique que les FTP, les francs-tireurs partisans, ne rassemblent qu'à peu près 300 hommes qui eux-mêmes sont des civils, essentiellement des civils, et qui ont un souci qui est celui de libérer, mais qui est quand même celui de préparer la suite. Et préparer la suite, c'est-à-dire un renouveau, un changement profond de la société. Alors les communistes, dans notre région, il y a eu 3 maquis communistes, un qui se trouvait à Naï, l'autre qui se trouvait au Bagère de Laurent, et qui a ensuite été transféré au col de Marie-Blanque. Mais le rôle des FTP a toujours été, d'une part, personnel, c'est-à-dire ils avaient peu tendance à se mettre d'accord avec les civils, les militaires ou les guérilleros, et d'autre part a toujours été secondaire. Les guérilleros espagnols, c'est un peu particulier, parce qu'il faut se référer d'abord au camp de Gurs, et ces personnes qui avaient été internées à Gurs, ensuite, à partir du moment où le camp a laissé sortir pratiquement tous les républicains espagnols, eh bien, ils se retrouvent à faire du bûcheronnage, ils se retrouvent à faire du charbon de bois dans les forêts du Béarn. Et là, dans ces forêts, ils sont dans des compagnies de travailleurs étrangers, et ces compagnies de travailleurs étrangers sont à l'origine des tout premiers maquis. C'est ainsi que le tout premier maquis de notre département se trouve à Pays-de-Hourat, donc vous voyez à côté de Bruges, au sud de Bruges. Et ce tout premier maquis est un maquis qui a été composé à partir de ces volontaires des compagnies de travailleurs étrangers. Mais ils sont peu nombreux, mais notons néanmoins qu'ils vont jouer un rôle relativement important lors de la délibération des 2 vallées, Aspres et Ossau. Alors voilà les 4 grands types de résistance. On a vu tout à l'heure donc Barada et Bordelongue. Alors les voilà. Ils ont en commun d'être tous les 2 d'anciens héros de guerre qui ont souffert de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale. Ambroise de Bordelongue a perdu un bras. Et Barada avait été gazé, c'est-à-dire qu'il n'était pas tout à fait aveugle, mais enfin, il y avait un œil qui ne voyait quasiment plus. Donc, ce sont des gens qui ont connu les souffrances de la Première Guerre. Et donc, leur premier souci, c'est d'essayer de préserver la vie humaine. C'est pourquoi ils sont dans une attitude qui est complètement différente de celle, par exemple, des FTP. Ce n'est pas les seuls, mais c'est surtout eux, par exemple, quelqu'un comme Manouchian, on a beaucoup parlé de Manouchian. Ici, eux considèrent qu'il faut des attentats, et tant pis si on rentre dans le cycle attentat-représailles, tant pis, ça sera le seul moyen de faire comprendre à tous les Français qu'on est en guerre et que les Allemands sont des gens odieux. Eux, ils ne font pas cette analyse-là et ils disent, au contraire, préparons, et surtout préparons des maquis, préparons des réseaux pour pouvoir ensuite, lorsque le moment sera venu, c'est-à-dire à partir du 6 juin 1944, le débarquement, se lancer dans la vraie guerre.
Alors, la photo suivante montre, voilà, la résistance civile, 18 réseaux de résistance. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, là. Enfin, il y a des réseaux, pour n'en citer qu'un, je dirais Alliance, parce que Alliance est un réseau qui a été créé à Pau et à Oloron, et Alliance a toujours été considéré, par De Gaulle lui-même aussi, hein, comme sans doute le réseau le plus emblématique de tous. Je dis par De Gaulle lui-même parce qu'Alliance a été créée par Loussono Lacau. Loussono Lacau et De Gaulle avaient été à l'école de guerre ensemble. Loussono Lacau, d'ailleurs, en était sorti premier. De Gaulle, mal classé, parce qu'évidemment, c'était quelqu'un qui était trop hautain pour accepter qu'un jury cherche à le juger. Et ce qui fait que Loussono Lacau et De Gaulle donc, s'entendaient assez mal, mais De Gaulle reconnaît quand même l'importance, par exemple, d'Alliance. Les réseaux de passage. Bon, ici, on est dans la grande zone de passage des Pyrénées. Alors on pourrait penser que c'est le Perthus, mais le Perthus, c'est plus compliqué. En plus, on arrive sur Barcelone. Alors là, la grande zone, c'est ces réseaux, donc, autour, pour l'essentiel, autour du col de Roncevaux. Mais comprenez bien que quelqu'un qui passe à la montagne ne passe jamais par les sentiers. Il passe toujours, parce que dans les sentiers, évidemment, tout est contrôlé. Il passe toujours dans des endroits qui sont beaucoup plus difficiles que le col de Roncevaux, du Pourtalais, du Samport, etc. Voilà. Et puis, je disais, dans cette résistance civile, l'armée secrète, et l'armée secrète a été dirigée notamment par Paul Boudoub, qui est un de ceux qui ont joué un rôle important. Ensuite, donc, Pommiès, Laura, on en a dit un mot, le corps franc. Alors, Pommiès, c'est quelqu'un de très particulier. En un mot, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un de très ombrageux. Il est très difficile de s'entendre avec Pommiès. Bordelongue a toujours cherché à s'entendre avec Pommiès, c'était impossible. Pommiès était quelqu'un de totalement anticommuniste, donc pas de question de la moindre ouverture du côté des communistes. Et en revanche, du côté des Espagnols, il y avait quand même davantage de respect, peut-être parce que parmi eux, il y avait des gens qui savaient ce que c'était que la guerre, qui avaient connu la guerre civile précédente. Voilà, alors le corps franc Pommiès, ensuite, c'est la photo suivante. Donc la résistance des militaires. Alors, je vais faire très simple, mais on peut dire que les maquis du corps franc Pommiès naissent véritablement au printemps 1944. Je fais très simple et je réduis beaucoup. Et on peut dire qu'à la veille du débarquement, voici quels sont les 7 principaux maquis du corps franc Pommiès. C'est-à-dire, vous voyez que pour l'essentiel, ils se trouvent à l'est et au sud-est du département, sauf Mauléon. Qui est à part. Alors cette carte, justement, est destinée à montrer la répartition. Alors en bleu, vous avez toute la zone est qui correspond non seulement aux Basses-Pyrénées, mais aux Hautes-Pyrénées. Et on pourrait dire la même chose pour la zone qui se trouve au nord, qui correspond également à une partie du Gers et du sud-est des Landes. Mais ils font concevoir tout cela ensemble, puisque leur corps franc Pommiès a une action qui est sur tous ces départements et jusqu'à Toulouse. Pommiès, c'est quelqu'un qui dirige ce qu'on appelle la 4e région des résistants de Laura, donc du corps franc Pommiès, 4e région qui va jusqu'à Toulouse. Donc il y a des liens très étroits entre les formations de Pommiès, donc de chaque côté de la frontière des Pyrénées, et c'est de la frontière entre les Hautes et les Basses-Pyrénées, et cette frontière d'ailleurs n'existe pas dans les faits. Pas plus que n'existe, là par exemple, un des grands moments des combats, c'est les combats de Viella. Viella se trouve à 3 km du nord-est des Basses-Pyrénées, à 4 km de Portet. Alors Portet, on sait tout ce qui s'est passé à Portet, et on ne peut pas concevoir les combats de Viella sans penser à Portet. Viella, j'ai presque envie de dire, pendant cette période-là, fait partie des Basses-Pyrénées, au même titre que Aire-sur-Adour ou Grenade-sur-Adour, à cette époque-là, faisait partie des Basses-Pyrénées, puisque les frontières nord du département n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Et puis, vous avez au centre, donc en jaune, les zones qui sont occupées par les maquis des civils, donc les maquis de l'armée secrète, et vous voyez qu'on peut dire que tout tourne autour les deux points essentiels, c'est Pau
et Oloron. Et on peut dire que tout tourne autour de ces deux. Alors, parmi les maquis, j'ai indiqué quelques-uns qui étaient relativement connus. Le maquis de Monin, de Saint-Faust, de Rébénac. J'ai envie de dire que le maquis de Rébénac, c'est le maquis de Pau. Les gens qui habitent Pau, qui habitent dans l'agglomération de Pau, vont au maquis de Rébénac. Le maquis de Saint-Faust, c'est un maquis un peu particulier, parce que c'est le maquis qui avait comme fonction, entre autres choses, de protéger Bordelongue et Barada. Et il se retrouve dans la forêt de Saint-Faust, où l'un des adjoints de Bordelongue, qui s'appelait Sauveur Cosolino, un des grands organisateurs du ravitaillement des maquis, habite Saint-Faust. Et beaucoup de choses se passent donc entre Rébénac, Saint-Faust et Pau. Bon, je voudrais peut-être ajouter que parmi ces maquis, alors un de ceux qui est relativement connu, c'est le maquis de Monin, qui est sur le bois du Laring, donc entre Monin et Oloron. Et sur cette photo, on distingue à peu près au milieu, c'est le seul qui ait la cravate, à peu près au milieu, on distingue Raoul Prat. Et Prat, c'est donc une des grandes figures de ceux qui ont dirigé, qui sont commandés, des maquis. Et là, vous avez donc une partie de ce maquis qui était un maquis itinérant, parce que quand on dit le maquis de Monin ou le maquis de Rébénac, à vrai dire, on prononce le nom des villes où ils ont l'habitude de venir. Mais le principe même du maquis, c'est de ne pas rester au même endroit, c'est de ne pas constituer un groupe qu'il serait facile d'attaquer par ailleurs, comme ça a été le cas au Glières, où le maquis a été liquidé, en fait, par les Allemands, aux côtés desquels combattaient un certain nombre de miliciens français. Ce qui n'a jamais été le cas ici en France, puisque les miliciens français n'ont jamais combattu aux côtés de la Wehrmacht. Alors cette photo est intéressante parce qu'elle montre donc ce maquis de l'armée secrète au Laring. Et vous voyez, les hommes sont habillés, ils sont habillés comme des civils, ils sont relativement armés, souvent mal. Pour cela, Pommier, c'était bien meilleur que Boudoub. Et donc, ce sont ces troupes-là qui finalement vont jouer un rôle important pour fixer la troupe allemande et donc l'empêcher de faire trop de dégâts. Voilà. Et puis, dernière photo, puisque je pense que le temps... Alors, quelques mots. Alors ça, je veux dire quelques mots très vite sur les combats de la libération. Et sur ces combats de la libération, donc, vous voyez, j'en ai indiqué une dizaine qui sont les principaux. Et alors, Naï, ça commence dès le 12 juin, donc très tôt. Hein. Naï, Rébénac, alors Rébénac, évidemment, Éric Amouraben va nous parler de cela, va y faire allusion, puisqu'une partie de son travail, de ses analyses, repose sur ce qui s'est passé à Rébénac. Le Bagère d'Oloron, alors 4 morts, là, c'était sur le maquis Guimauquet communiste d'Oloron. Pédéourat, alors Pédéourat, c'est quand même très particulier, parce que Pédéourat, c'est encore une région aujourd'hui, les montagnards le savent bien, quand on veut faire de la montagne, on va plutôt du côté de l'Ossau que du côté de Pédéourat. Et Pédéourat, pour aller jusque là-haut, il faut compter 1h30, 2 heures de marche à peu près. Hein. Et ce qui fait que les 4 grands types de maquis avaient des représentants dans les granges et dans les bergeries de Pédéourat. Alors, au Pédéourat, c'est-à-dire au pied de l'endroit où se trouvaient les maquis, donc il y a eu là aussi un certain nombre de descentes allemandes, de combats. L'hôpital Saint-Blaise, alors c'est surtout pour les 17 déportés, pour l'essentiel, c'était des Français. Portet, alors là c'est bien connu, les morts de Portet, les fusillés de Portet, bon, Éric Amouraben en parlera mieux que moi. Monin, alors c'est entre Monin et la Hourcade. Higuer-Soud, ce sont ce qu'on appelle les fusillés de Morlas, c'est-à-dire c'est sur la côte de Morlas. 11 personnes avaient été prises à Higuer-Soud, et finalement l'un d'eux, en descendant la côte de Morlas, cherche à s'évader, saute du camion où il était prisonnier avec ses 10 autres camarades. Alors le chef de corps allemand, excédé, décide, allez, on fusille tout le monde. Et donc, ensuite, Monassuth, alors là, bon, c'est un petit village où le corps franc-pommiès a eu une malchance en traversant Monassuth, sur la route qui traverse la route qui conduit de Pau à Limbeil. Eh bien, un des camions est tombé en panne, il a fallu le réparer, et à ce moment-là est arrivée une colonne allemande, ce qui explique donc les morts de Monassuth, même si à Monassuth, une bonne partie de la population avait été également prise en otage et on avait craint pour sa vie. Monassuth, Buzy,
Alors sur Buzy, je voudrais simplement dire d'un mot, ces 12 morts, mis à part 2 personnes de la population de Buzy, ce ne sont que des républicains espagnols. Donc je crois que c'est important d'avoir en tête que des gens qui en aucun cas étaient français, qui n'avaient qu'un souci, c'était de revenir enfin un jour chez eux en Espagne, eh bien, finalement, ont laissé leur vie pour la libération de notre pays. Et puis Viella, alors on est tout à fait à la fin du mois de juillet, là, et donc avec un mort, mais surtout des 13 personnes qui avaient été prises, qui avaient été fusillées. Au total, on peut dire que dans ces combats de la libération, le bilan de ces combats est de l'ordre de 200 personnes, c'est à peu près 200 personnes qui sont mortes au cours de ces combats. Je veux simplement dire d'un mot, pour un département, le nôtre, qui était pratiquement 2 fois plus peuplé que le département des Hautes-Pyrénées, du Gers ou des Landes, il y a eu dans chacun de ces 3 départements environ autour de 1000 personnes qui ont été tuées dans ces combats. Donc on est un département qui a souffert, c'est le moins qu'on puisse dire. 200 personnes, ce n'est pas un détail. Mais quand on compare avec les autres, on est bien obligé de se rendre compte que la stratégie voulue par Barada et Bordelongue, mais aussi acceptée par Pommiès, cette stratégie a conduit notre département à souffrir moins atrocement donc qu'un certain nombre d'autres départements. Alors, pour conclure, donc, je veux dire que cette période-là est une période qui, évidemment, elle a tendance aujourd'hui à être oubliée, en particulier les jeunes. Bon, on enseigne, mais souvent les jeunes, ils ont une vision très simpliste, très antinomique, les bons contre les méchants, les collabos contre les résistants, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Mais cette période-là est une période qui correspond au grand retour des principes républicains, c'est-à-dire la fin de cette période pendant 4 ans où ce qui a dirigé le pays, c'est d'abord la force, mais aussi une certaine idée de la discipline, mais aussi l'antisémitisme, mais aussi la xénophobie, et surtout l'anti-républicanisme, puisque le grand mérite de ces combats a été, dans les jours qui ont suivi, de rétablir toutes les institutions de la République. Merci beaucoup, Claude, pour cet exposé qui est simple et limpide. Une question justement à propos de du résultat politique de ces événements et de ce qui s'est passé après. Alors, j'ai noté en lisant ton livre, je ne sais plus à quelle page, mais ça fait partie des innombrables petits papiers qui ornent les pages, que les membres de ce réseau de résistance civile, c'était des gens qui étaient, pour une très grande partie, voire même pour l'immense majorité, des francs-maçons. Et ça m'a interpellé. C'est quelque chose qui n'est pas su, qui n'est pas beaucoup dit. Et j'aimerais bien que tu nous en dises un mot et que tu nous dises ce qui s'est passé après la guerre, justement. Est-ce que ces gens qui avaient gagné, qui avaient représenté le meilleur de la résistance et d'une résistance qui, effectivement, avait cherché à éviter la violence et l'effusion de sang, légitimement ou pas, hein, c'est pas le débat. Mais ces gens, ils auraient pu, après la libération, se servir de leur succès. Qu'en a-t-il été ? Alors, je crois que c'est une des caractéristiques aussi de notre département. Que des francs-maçons fassent partie de la résistance, ça, c'est pas original, puisqu'on sait très bien que les francs-maçons, je rappelle qu'entre 1940 et 1944, on ne disait pas francs-maçons, on disait société secrète. Bon, et ces francs-maçons, donc, se trouvent... Les toutes premières lois de Vichy sont des lois contre les francs-maçons et ensuite contre les juifs. Donc la première chose qu'a voulu faire Vichy, c'est faire le ménage chez eux, c'est-à-dire en particulier parmi les francs-maçons. Ce qui explique que ces francs-maçons ont tout de suite été recherchés et ont tout de suite été... et on leur a demandé des comptes. Alors évidemment, ils ont fait disparaître toutes les archives qui ont été enterrées, etc. Mais la loge de Pau, celle de Bayonne, sont des loges qui ont tout de suite été occupées. Donc les francs-maçons étaient des gens qui, au départ, étaient en danger.
Et s'ils étaient en danger, c'est d'abord et avant tout à cause de leurs opinions. Et les opinions des francs-maçons, c'est d'abord et avant tout la République, les principes de la République. Alors il y a beaucoup d'autres choses également, il y a évidemment la laïcité, mais je crois que la liberté et la fraternité sont les deux mots fondamentaux de l'histoire des francs-maçons. Et c'est pourquoi ils se retrouvent dans ces réseaux. Alors, Barada était franc-maçon, Bordelon, qui était franc-maçon, c'est-à-dire les deux chefs, Boudoub, le chef de l'armée secrète, était franc-maçon, celui qui l'avait précédé, Bénédicte Rodriguez, était franc-maçon, Pierre Couret, qui est celui qui a dirigé donc la commission du CDL sur l'épuration, était franc-maçon. Et la liste est longue. Bon, je n'ai plus en tête, oui, Lucien Favre. Lucien Favre, c'est le créateur du journal La République des Pyrénées. Le premier, celui qui normalement tout indiquait qu'il serait un jour probablement le maire de Pau. Et puis il a eu la très mauvaise idée en 1947 de mourir d'un cancer à l'âge de 42 ans. Et donc tout cela, donc on peut dire que ça c'est une des grandes caractéristiques. Et je crois que cette caractéristique, je le reprends, dans la franc-maçonnerie, il y a quand même une certaine idée de l'homme, et de protéger l'homme. Et je crois que s'il y a eu finalement un bilan beaucoup plus faible sur le plan des morts dans notre département que dans d'autres régions, c'est sans doute une des raisons. Alors, après la guerre, on avait l'habitude de dire aujourd'hui encore, oui, les francs-maçons, c'est des réseaux, etc. Ils se débrouillent entre eux, ils occupent tous les postes. Après la guerre, j'ai envie de dire que quelqu'un comme Barada, qui avait été le chef du CDL, qui avait été le grand organisateur, le véritable maître du département, on peut dire, pendant le deuxième semestre 1944, eh bien, Barada, qui avait une avenue devant lui. Il pouvait être maire de Pau, député, sénateur, ce que l'on veut. Barada, il a préféré s'occuper de colonies de vacances, de pupilles de la nation, de choses comme ça. Et il considérait qu'il voulait laisser la place à d'autres. Alors, il n'y en a qu'un, parmi tous ces francs-maçons, il n'y en a qu'un qui véritablement a fait carrière, c'est René Cassagne, dont on sait qu'il a joué un rôle important. En particulier, c'était un des créateurs, par exemple, de la foire de Pau. Mais Cassagne c'était un chef d'entreprise qui, ensuite, à partir de 1945-46, s'est lancé dans une carrière politique. Pas les autres. Les autres, ils sont revenus vivre entre leurs parents le reste de son âge, le reste de leur âge. Merci beaucoup. Nous avons un petit peu de temps. S'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question dans la salle à Claude sur... alors, évidemment, le sujet est tellement vaste qu'on a 1000 questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question brûlante à poser à Claude au sujet de la résistance dans les Basses-Pyrénées? Il y a une main qui s'est levée. Alors, je vais faire passer le micro. Si on peut passer le micro, ça serait mieux. Voilà. Pour que tout le monde vous entende bien. Oui, bonjour. Juste une question sur la durée juin-juillet. Quelle a été, est-ce qu'on a une estimation des pertes des forces allemandes sur cette période-là? C'est difficile de répondre d'une manière précise, parce que quand on regarde les témoignages d'un certain nombre d'actions que je n'avais pas indiquées, en particulier celle, par exemple, du mois d'août 1944, le moment où les Allemands sont en retrait, eh bien, on voit que chaque fois, dans ces témoignages, il y a un mort, il y a 2 morts dans la côte de Soumoulou, dans des choses comme ça, du côté aussi de Bruges. Bon. Et donc, c'est difficile. Il est très probable que le chiffre se situe entre 400 et 500. C'est très probable. Mais les Allemands n'ont jamais précisé tout cela. Et par exemple, sur le bombardement du Pont-Long, qui avait eu lieu avant, qui c'était en mars 1944, les Allemands n'ont jamais dit, n'ont jamais précisé. On sait qu'il y a eu normalement... Ils ont toujours dit qu'il n'y a rien eu. Ceux qui ont été tués, ce sont des Français qui étaient par là par hasard. Et on sait qu'il y a eu de l'ordre d'une dizaine. Mais même là-dessus, si vous voulez, il est très difficile. Je voudrais, pour répondre à votre question, dire c'est pas la même chose. Une vie humaine, vous allez me dire, c'est une vie humaine. En temps de guerre, ça ne se présente pas comme ça. En temps de guerre, on a des principes. Et en particulier, pour un pays qui est occupé, un de ses premiers principes, c'est la liberté.
Et je crois que la présence des Allemands sur le sol français, béarnais, est ressentie par tout le monde comme une souillure. Il n'est pas question de jouer leur jeu et de dire, voilà, c'est comparable, un partout, balle au centre. Pas du tout. Donc, je veux dire que ces soldats allemands, hélas pour eux, c'est triste pour eux, ils n'avaient quand même rien à faire en France et en particulier dans notre département. Alors ça va nous faire une transition avec l'intervention suivante qui est celle du colonel Achille Muller. Quand même, parce qu'il ne faut pas oublier, juste une petite dernière question, il ne faut pas oublier qu'après les libérations, il y avait encore dans les camps de concentration en Allemagne. Alors, je mets à part le cas de la Shoah qui nous relie à Gurs et qui est un tout autre sujet. Mais là, je parle des déportés politiques qui ont été très très nombreux dans le département, en particulier à cause des passages, parce que beaucoup de gens ont été arrêtés avant la frontière. On en parlera avec Annie Olazabal tout à l'heure. Combien est-ce qu'il y a eu de déportés en tout dans les Basses-Pyrénées? Alors ça, on le sait, puisqu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites par Barada, d'ailleurs, puisque au lendemain de la guerre, Barada a travaillé sur l'histoire de la guerre dans son département par un de ses amis, qui était Louis Poulneau, qui dirigeait donc le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont dressé une liste qui est pratiquement exhaustive, qui est un peu moins de 2000. Un peu moins de 2000 déportés. La majorité de ces déportés, c'était des gens qui ont été pris à la frontière, ils voulaient passer en Espagne, qui, alors pour un bon nombre d'entre eux, ça pouvait être des maquisards grillés, des résistants pourchassés, et donc... Ou des jeunes gens comme Achille Muller qui voulaient franchir la frontière pour rejoindre les forces françaises libres en Afrique du Nord, ou le général de Gaulle à Londres. Absolument. Absolument. Et qui, alors pour ceux qui ont réussi, ils ont généralement rejoint la première armée, l'armée de Lattre, donc, et ensuite, pour les autres, ils ont été pris, ils ont souvent été enfermés dans par exemple, à la Moutette à Orthès, à la Villa Briot, à la Pau, ici même, au casino, c'est-à-dire dans les caves du casino, hein, et puis dans d'autres endroits. Hein. Et donc, ils ont été déportés. J'ai envie de dire que le retour des déportés, ça se passe essentiellement en avril-mai 1945. C'est un traumatisme pour tout le monde, d'abord pour les déportés, parce qu'ils racontent des choses et on leur dit « c'est pas possible », ce que tu dis « c'est pas possible », on n'a pas pu faire ça, des hommes n'ont pas pu faire ça à d'autres hommes. Le résultat d'ailleurs, c'est qu'une partie se taise. Et quant au retour des gens qui étaient partis au STO, c'est-à-dire les requis, bon, quand ils reviennent ici, ils ont un peu de mal à dire « ben oui, j'ai travaillé pour l'Allemagne, même si on a forcé ». Quant aux prisonniers, dont certains qui étaient prisonniers donc, depuis juin 1940, 1 800 000 à peu près, donc quant aux prisonniers, quand ils reviennent ici, d'une part, bon, on leur explique, vous avez vaincu, souvent leurs parents, ceux de la guerre de 14, de leur dire, mais nous au moins on avait gagné la guerre, nous quand on était prisonniers, vous avez été prisonniers, vous avez été vaincus. Et ensuite, quand ils entendent les récits des déportés, eux aussi, ils se taisent. Donc on peut dire qu'une des grandes caractéristiques des années 1945-1960, c'est que tous ces gens-là se sont tus parce que soit ils avaient honte, soit ils voyaient qu'ils n'étaient pas crus. J'ajoute aussi que la plupart de ceux qui ont été touchés par l'épuration ont ensuite été libérés par les gouvernements Laniel et Pinet en 1951-1952, et même ceux qui étaient condamnés à la prison à vie, à l'indignité nationale à vie, ou à une prison de 20 ans ou de 25 ans, ont été tous libérés par la grande amnistie donc, du début des années 50. Merci beaucoup. Et j'espère que nous nous retrouverons avec Claude Larry pour aborder d'autres sujets, parce qu'il y en a tellement. Et en particulier, effectivement, l'année prochaine, je pense qu'il y aura beaucoup de temps à consacrer au sort des déportés. C'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus complètement que je ne l'avais fait avant ces 2 dernières années. Et dans le département, ils ont été très très nombreux et beaucoup ne sont pas revenus du tout, bien évidemment. On va maintenant passer la parole
au colonel Achille Muller,